Bienvenue dans ce 70e numéro de Tous Azimuts. Nous recevons aujourd'hui pour la deuxième fois, et c'est toujours un plaisir, le journaliste et écrivain Xavier Demoulin. Bonsoir. Bonsoir. Vous présentez le journal à succès de M6, le 1945, et vous venez de publier tout juste hier, il est sorti jeudi 1er mars, votre deuxième roman, Ce parfait ciel bleu, aux éditions Au Diable Vauvert. Si je résumais rapidement, entre Alzheimer et déambulateur, famille recomposée et ados boutonneux, c'est le roman multigénérationnel d'Antoine Mouna, Laurence, Alice et les autres. C'est très bien résumé, Olivier, bravo. Franchement, c'est très bien résumé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ouais, on va en parler. Et dit comme ça, je vais vous le piquer, tiens, ce petit pitch-là. Il n'y a pas de souci. Au cours de cette émission, HDW, notre slammer, nous rejoindra, ainsi que Pierre et Quentin, deux des musiciens et chanteurs du groupe pop Manceau, les Dandies. Mais tout de suite, allons-y avec Xavier. Alors, Xavier Demoulin, je le rappelle, mais on me l'a déjà dit, on m'a dit « Ah, mais il est déjà venu dans l'émission ». C'était il y a tout juste un an, en effet, pour Un coup à prendre, votre premier roman, qui sort ce mois-ci en livre de poche, avec une jolie couverture et c'est un petit doudou qui sort de la poche arrière, c'est ça? C'est pas ma poche, hein. Je ne sens pas mes fesses. Mais c'est sympa quand même. Pas mon truc, ouais. Et le premier s'est vendu à 8000 exemplaires, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis il y a un joli projet de film autour de l'adaptation d'Un coup à prendre qui est en train de se préparer. Donc c'est que des bonnes choses. Et donc, Ce parfait ciel bleu, c'est la suite, en quelque sorte. Enfin, on retrouve Antoine Duhamel, qui était le héros d'Un coup à prendre. Il avait divorcé. Il était en train de se séparer, et le livre se terminait par son divorce. Et puis là, on le retrouve effectivement. Alors, c'est pas vraiment une suite, au sens premier, mais c'est le prolongement de la vie de ce personnage auquel je me suis pas mal attaché. Est-ce que Ce parfait ciel bleu a été écrit aussi sous le ciel de la Sarthe, de Parigny-le-Paulin, où sont installés vos parents? En partie. Comme le premier. Il a été écrit pendant les vacances scolaires. Sous le merveilleux ciel sartois, et qui est un ciel auquel je suis très attaché, et un ciel sous lequel je reviens dès que je peux de Paris, parce que j'adore la Sarthe, j'adore ce coin, c'est ma région de cœur, et j'y suis très attaché. Très bien. Il est dédié à vos 3 filles. Alors attendez que je relise. Gaïa Lou, Tosca et Bianca. Exactement. Et Anaïs, votre femme, elle n'est pas jalouse? Non, mais elle était dans le premier, elle est donc un peu pour tout le monde, et donc voilà. D'accord. La résidence des Lilas, la maison de retraite de Mouna, la grand-mère d'Antoine, elle existe? Elle existe dans la Sarthe? Elle existe quelque part? Je sais pas, non, elle existe absolument pas dans En tous les cas, vous connaissez drôlement bien les maisons de retraite. Pas à ma connaissance. Je sais pas si je l'ai inventé, imaginé. Voilà, je me suis dit, tiens, j'avais pas envie de faire une maison de retraite, vous savez, un peu le cliché de la salle maison de retraite, un peu dépotoir où les gens sont maltraités. Je voulais faire un établissement beaucoup plus moderne, presque luxueux, avec des cours de nouvelles technologies pour les personnes âgées. On peut faire du bowling virtuel à l'atelier Oui. Apprendre à surfer sur Internet, à s'évader. Oui, c'est ce que vous appelez, vous appelez ça la gérontechnologie. La salle de télévision est un modèle de gérontechnologie. Et c'est vrai que les personnes âgées, vous dites pas les personnes âgées, vous dites les vieux, c'est clair. Un chat. Voilà. Les vieux, ils sont beaux, ils sont beaux aussi. Ils surfent de plus en plus. Il y a de plus en plus d'initiatives. J'avais vu ça quelque part, je me souviens, j'avais passé une dépêche là-dessus, ça m'avait amusé. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, tiens, ça fait un truc. Et quand j'ai construit, en fermant les yeux, j'ai imaginé cet endroit, cette maison de retraite comme ça, calée au milieu à la sortie d'une ville que je ne nomme pas, au milieu des pommiers. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant qu'il y ait ça aussi. Un peu de modernité chez les anciens. Alors, les vieux surfent, et Antoine surfe aussi, mais alors, en secret, ça c'est quand même assez génial, parce que alors, donc, Antoine, il a divorcé d'Alice, il est remarié avec Laurence. Et il vit avec Laurence. Il vit avec Laurence, et il espionne son ex
par le biais de la page Facebook de sa fille. Exactement. Expliquez-nous clairement, mais voilà, c'est bien ça. En gros, voilà, parce qu'en fait, il a un problème, Antoine, c'est que c'est un gros nostalgique. Ouais. Et donc, il n'a pas vraiment coupé le cordon. Quand sa femme s'est remariée, son mari a fait un film, il l'a mis sur sa page Facebook et il se la passe en boucle. Voilà, il se passe en boucle tous les soirs. Sauf que son ex n'a pas voulu le prendre comme ami sur Facebook. Et voilà, et donc il a piqué le mot de passe d'Alma à sa fille. Il a dit, écoute Alma, s'il te plaît, donne-moi ton mot de passe. Pourquoi faire papa? S'il te plaît. Elle a dit d'accord. Et grâce à ça... Elle a dit d'accord en disant à papa, tu me pourris pas mon mur. Voilà, exactement. Et donc, et par ce Judas virtuel et moderne, il arrive à espionner son ex. Et alors, c'est marrant parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient fait ça eux aussi et que finalement c'est une pratique assez courante. Ah ouais, ouais. Alors le nouveau mari de l'ex, enfin d'Alice, il est habillé pour l'hiver. Ça vous montrera un peu le style. Je vous lis la description. Un champion de triathlon Limougeot, des bras comme mes cuisses, des cuisses comme mon torse, trader à la City de Londres, 40 ans, un peu dégarni mais pas trop, une tête de radiologue, un 4x4 de dentiste et un salaire de patron du CAC 40. Voilà. C'est sympa. Déposé. Je sais pas, mais il est comme ça. Alors lui, c'est le nouveau mari de son... Je dis toujours de votre ex, de l'ex d'Antoine, disons. Ouais. Et alors, la nouvelle compagne d'Antoine, Laurence, alors elle est spéciale aussi parce qu'elle veut absolument faire une grande fête avec tous ses ex pour vous présenter Antoine. C'est compliqué. Non, mais j'y arrive pas. Je veux toujours dire. Est-ce que vous êtes le héros? Non, je ne suis pas le héros. En fait, comme j'écris à la première personne et au présent, ça crée un processus d'identification qui m'amuse beaucoup chez le lecteur. Et du coup, les gens pensent que c'est ma vie. C'est pas du tout une autobiographie, c'est pas de l'autofiction, c'est du roman pur. Voilà. Après, on y met des bouts de soie évidemment parce que c'est moi qui écris mon livre, mais ça m'amuse cette confusion parce qu'elle est aussi voulue de ma part. J'avais qu'à écrire à la troisième personne. Hein. Bon. Donc, oui, ça marche. Pour revenir à Laurence, Laurence, elle a eu plein d'hommes dans sa vie. C'est une staccanovis de l'amour. En fait, à chaque fois, elle y croit comme si c'était la première fois. Elle cumule les conquêtes, et à chaque fois, elle fait des enfants. Elle fait une rencontre un enfant, et puis elle rencontre donc Antoine qui est perdu là-dedans. Et elle veut, c'est une staccanovis de l'amour. Elle veut absolument à chaque fois introniser le nouveau auprès des anciens. Pour elle, c'est un rituel hyper important. C'est une théoricienne de la famille recomposée. Exactement, c'est vraiment une acharnée de la famille recomposée. Alors la famille recomposée, c'est plus compliqué pour le père, pour l'homme comme vous, parce que je sais plus où c'est, vous dites à un moment donné que c'est pourquoi je vais m'occuper des enfants d'un... Antoine, il dit, je comprends pas, à quoi ça sert d'avoir fait des enfants si c'est pour aller jouer avec ceux des autres. Oui. Il pose le débat. Et il dit aussi, les beaux-pères sont des affreux. Ça l'intéresse pas d'être beau-père, lui, du tout. Déjà, il faut qu'il oublie sa première femme, qu'il se mette à habiter avec la deuxième, qu'il gère ses propres enfants. Si en plus, il faut s'occuper des 3 autres, c'est trop pour lui. Alors c'est très, je disais, intergénérationnel. C'est très générationnel parce qu'on a vraiment l'impression de bien voir les couples de trentenaires avec les enfants, les familles recomposées et tout ça. Et puis, moi, ce que je trouve formidable et ce qui donne vraiment encore plus d'humanité au roman, c'est qu'il y a un vrai regard sur les vieux aussi et que Mouna, la grand-mère d'Antoine, elle est assez géniale. La pauvre, elle est en maison de retraite de par sa propre volonté, parce que son mari, le grand-père d'Antoine, s'est suicidé, et donc elle a pris sa place, en se retrouvant toute seule. Au départ, ça devait être lui, parce qu'il était plus du tout en état, quoi. Il était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et puis, une semaine avant de rentrer dans la résidence, il a décidé d'en finir, et elle a décidé de prendre sa place. Donc, en fait, au milieu de ce bordel, entre guillemets, à la fois de génération, de recomposition, de mariage, de grand-mère, de maison de retraite, moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler sur le terreau, le thème de la famille, et de la filiation, et de la transmission. Et aujourd'hui, c'est quoi une famille? À quoi ça ressemble? On devient, à un moment donné, les parents de nos parents. Quand ils deviennent trop vieux, c'est à nous de nous en occuper. On se remarie, on refait des enfants. Et puis voilà. Et lui, il a pour confidente, donc sa grand-mère, il dit, mon trauma m'a aidé à sauter une génération, et il en fait sa meilleure amie. C'est plus une grand-mère, ça devient une femme, et on part à sa rencontre, à la rencontre de sa vie, et elle va lui faire un cadeau. Oui, et Antoine dit quitter ma femme m'a donné envie de vivre avec ma grand-mère, mais il y a une génération de sauté parce qu'il écrit aussi ma mère est devenue depuis notre séparation
citation, la meilleure amie de mon ex-femme et ne veut pas que ses filles l'appellent grand-maman. Exactement. Donc, il y a plus de proximité avec la grand-mère. Et parfois, on voit ça même chez des enfants. Ils ont plus de proximité avec leurs grands-parents que parfois avec leurs parents, parce que c'est plus simple, c'est autre chose. Et puis alors en plus, la mère d'Antoine, pour simplifier tout le reste, c'est une espèce de 68 assez progressiste et en même temps un peu réac, etc. Et elle en veut à Antoine d'avoir quitté Alice, et elle a pris le parti de sa belle-fille, pardon. Et elle a assisté à son mariage, à son remariage, à l'église, devant Dieu, avec le François, le champion de triathlon Limoges. Alors, je voudrais qu'on se livre à un petit exercice. Mouna, elle offre à ses arrière-petits-enfants un puzzle qui représente le verrou de Fragonard. Alors, est-ce que vous allez expliquez-nous ça à la façon de Frédéric Tadei dans Dardar, le verrou de Fragonard? Ah non, ça c'est justement son appréhension de ce portrait-là, il est complètement intuitif pour Antoine Duhamel. Il est absolument pas basé sur le détail de la composition d'un historien d'art entre guillemets qui viendrait expliquer voilà le clair-obscur, le verrou, le lit des faits, la pomme, le fruit défendu, oui ou non, cette femme est-elle consentante ou est-elle abusée, etc. Il les pose en ces termes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Mouna, ce tableau dit quelque chose, et lui, limite, le découvre en temps réel dans le livre. Donc, il a cette espèce d'approche comme ça intuitive, et d'ailleurs, il compare la femme à Marilyn Monroe. C'est pour vous dire. Voilà. Et c'est sa manière à lui d'appréhender l'existence. Mais vous trouvez, enfin, Antoine trouve que c'est pas vraiment fait pour des enfants, quoi, d'offrir ça. Voilà, il est lui-même assez choqué. Et elle, comme c'est une grand-mère assez pop, moderne, et qui envoie le bois, comme on dit, elle trouve ça très rigolo de leur offrir ça à ces petites filles qui sont évidemment pas en âge de comprendre le drame ou la tragédie, ou au contraire la scène de joie qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Alors, je disais qu'il y a des choses étonnantes, il y a un ton vraiment juste et cru, quoi. Vous parlez des vieux, pas des personnes âgées. Vous dites sur le personnel de salle à la maison de retraite, pour passer sa jeunesse à s'occuper des vieux, il faut vraiment avoir un grain. Bon. Et puis alors, vous avez donc inventé la gérontechnologie, mais alors ce qui est encore mieux, c'est l'invention de la gérontoxicomanie. Alors là, la gérontoxicomanie, c'est génial, je lis encore un peu. Ça ne sert à rien de se défoncer quand on est jeune, ça ne fait qu'accélérer la chute inexorable des neurones. Dans les maisons de retraite, en revanche, ça devrait être en vente libre. Vive la gérontoxicomanie, psychotrope à tous les étages, shit, herbe, coke, speed, héros, ecstasy, acide, MDMA, ça je sais pas ce que c'est. Les vieux devraient se défoncer toute la journée en toute impunité. C'est pas le discours qu'on entend tous les jours. Mais après, quand on y pense, on se dit, c'est pas bête. C'est une proposition, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est lui qui, à force de voir sa grand-mère comme ça dans cette maison de retraite, une fois de plus, un endroit vraiment assez joli à la campagne, etc. Il y a un 3e étage dans lequel sont enfermés tous les gens qui ont vraiment perdu les clés et qui sont complètement, vraiment à la ramasse et qui sont en souffrance. Et quand et la peur de la grand-mère, c'est de finir avec les déglingués du 3e étage. Et donc, en réaction à ça, il imagine dans sa tête, voilà, que si tout d'un coup, voilà, pour abréger les souffrances de tous ces centenaires, on ne leur mettait pas à disposition des produits qui pourraient les faire rire au lieu de les faire pleurer. Précisant bien au début qu'évidemment, il est complètement inutile et abscon de se droguer quand on est jeune, parce que ça ne fait qu'accélérer le processus de vieillissement. Donc, il se dit, mais les vieux en souffrance, pourquoi on n'irait pas à fond ? Et tout d'un coup, il se met à imaginer ce concept de gérontoxicologie. Toxicomanie. Ouais. À mon avis, ça va être repris. Il n'y a pas encore eu vraiment de papier sur votre livre parce qu'il est sorti hier. Mais je vous fiche mon billet que la gérontoxicomanie, ça devrait faire parler. Alors, Antoine, il emmène Mouna pour une escapade fruits de mer et casino à l'hôtel des Deux Chats. Bien résumé. Là, c'est le côté road movie, et ça montre aussi qu'il a non un problème avec sa mère, mais en plus avec son père, là, pour le coup, parce qu'il se fait drôlement gueuler.
Exactement. En fait, c'est elle, un départ, qui lui dit comme ça, et elle le convoque pas, mais elle profite voilà, d'une de ses visites avec ses filles pour l'entraîner sur le balcon, et puis elle lui dit, est-ce que tu pourrais m'emmener voir la mer? Parce que tu vois, ça sera peut-être pour moi la dernière fois. Et lui, il décide d'exaucer sa prière, et en même temps, elle lui dit, écoute, s'il te plaît, ne dis rien à ton père, c'est un secret. Et là, on va se rendre compte qu'effectivement, Antoine, non seulement a des problèmes avec les femmes, mais aussi avec ses propres parents. Une mère qui a choisi le parti de son ex-femme, et son père, qui lui est devenu vraiment le père de sa propre mère, et qui ne va pas apprécier du tout que son fils enlève sa mère pour l'emmener au casino et sur la côte normande. Alors, si un coup à prendre va devenir un film, c'est ça? C'est en train de se faire, ouais, tout à fait. À mon avis, ce Parfait Ciel Bleu, faut en faire une série télé, quoi. Parce que, avec tous les personnages, ça peut faire une série. Alors, c'est un peu trash, bon, faudrait d'abord sur Canal+, quoi, mais... je sais pas si c'est vraiment trash, c'est pas que trash, parce qu'il y a non, aussi... Non, c'est pas que trash. Mais c'est vrai que la relation qui c'est pas convenu, quoi, je veux dire. Ça, c'est bien. Faut arrêter avec la littérature convenue. La littérature, elle est faite pour être déconstruite, pour être justement... Ça me fait plaisir que vous disiez ça. Bon. C'est pas convenu, très bien, ça me va. Ok, bah tant mieux. Merci Xavier. Xavier Demoulin, ce Parfait Ciel Bleu aux éditions Au Diable Vauvert. Une petite page de réclame et on se retrouve tout de suite après.